C'est un cycle qu'on a intitulé donc Demain notre Europe. Donc ce sera une rencontre mensuelle avec un ou une eurodéputé pour discuter des questions européennes. Donc ce soir nous inaugurons ce cycle de formation avec donc sur les politiques migratoires et sur les conditions d'accueil des exilés en Europe, comment mieux les accueillir dignement. Donc pour cela, nous avons deux invités. Delphine Rouillot qui est directrice générale de France Terre d'Asile depuis 2020 et de... J'ai dit bonjour. Et Damien Carven donc, qui est député Europe Écologie Les Verts et qui siège donc, au Parlement européen depuis 2019 dans le groupe Les Verts Alliance Libre Européenne. Et donc pour animer cette discussion ce soir, je vous introduis Maxime Grelier et Ophélie Madinier qui vont donc animer la discussion ce soir. On pensait juste faire un court rappel sur comment les décisions sont prises sur les questions de migration et d'asile, puisque les textes législatifs en fait, diffèrent en fonction des sujets qui sont traités. Donc tout d'abord, la Commission européenne propose un règlement ou une directive. Ensuite, le texte est débattu au sein du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Donc c'est la réunion des ministres de l'Intérieur en une ou plusieurs lectures. Donc ça peut être une lecture, deux lectures ou trois lectures. Donc des négociations ont lieu à chaque étape de la discussion. Et une fois que le texte est adopté, donc c'est promulgué au journal officiel de l'Union européenne, de l'Union européenne par la Commission européenne. Je ne sais pas si c'était clair. En tout cas, je vous laisse discuter. Donc, on va faire un temps d'échange entre les deux animateurs et animatrices. Et ensuite, à la fin, il y aura une trentaine de minutes de questions-réponses. Vous aurez la parole. Très rapidement, mais je tiens à préciser que je travaille chez France Terre d'Asile, mais que ce soir, je représente Europe Écologie Les Verts Paris, plutôt. Alors, un tout petit point en introduction sur ce qu'on appelle le pacte européen sur la migration et l'asile. On va vraiment rentrer dans les détails avec Damien, mais pour vous dire que ça a été présenté en septembre 2020 par la Commission européenne et c'est un programme de textes législatifs que la Commission veut faire voter par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne pour faire évoluer les règles de la migration et de l'asile en Europe. En gros, le constat, c'est qu'au moment de la crise de l'accueil en 2015-2016, les règles européennes n'étaient pas adaptées à la situation et que donc il faut faire évoluer le droit. Ça vise surtout à faire évoluer, notamment à faire évoluer le règlement Dublin, qui est le règlement qui vise à fixer les demandeurs d'asile dans le pays de première entrée, qui les empêche de déposer l'asile, je caricature un peu, mais qui les empêche de déposer l'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Donc l'enjeu, c'est de trouver un mécanisme de répartition qui soit satisfaisant pour les pays de première entrée, pour que les demandeurs d'asile puissent aller ailleurs dans l'Union européenne, quand en même temps, il y a beaucoup d'États de l'Union européenne qui ne veulent pas du tout accueillir de réfugiés. Donc tout ça, il y a beaucoup d'enjeux derrière, notamment de préserver la libre circulation au sein de l'espace Schengen en Europe, mais aussi de respecter les valeurs de l'Union européenne, que sont la solidarité et le partage de responsabilités. Tout de suite, Damien, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces propositions législatives, dans les textes du pacte européen, qui ont déjà été adoptés aujourd'hui? En gros, où est-ce qu'on en est? Bonsoir et merci pour l'invitation. Je pense que c'est important de faire effectivement ce travail de pédagogie. Ce qui n'a pas été dit dans l'introduction tout à l'heure sur les textes, c'est qu'il y a effectivement des directives et des règlements. La différence, c'est qu'un règlement, il s'applique de fait dans les textes des États membres, dans la législation des États membres. La directive, ça laisse un peu de marge de manœuvre aux États membres pour la mettre en œuvre, de décider même parfois de ne pas la mettre en œuvre, ce qui n'est pas bien, mais ce qui se fait régulièrement, pas que sur la migration, sur d'autres textes derrière, et ça c'est important de le voir. Et puis en plus, on a la discussion effectivement qu'on a entamée après la présentation du texte de la Commission en septembre 2020, où on a commencé les négociations, le Parlement européen, et le Conseil, lui, a fait, par rapport à ce texte-là, et d'ailleurs il n'a pas encore arrêté complètement ses positions sur le texte, et donc nous on a adopté, ça y est, nos positions au Parlement il y a le 28 mars, donc il y a quoi, on est combien? Ça va faire 2 mois bientôt. Et on attend que le Conseil arrête ses positions pour après faire ces réunions entre le Conseil et le Parlement et la Commission qui est là en arbitre pour se mettre d'accord sur des textes communs.
pour faire simple, j'aimerais bien qu'on ne se mette pas d'accord. Parce que les textes qui ont été adoptés par le Parlement sont déjà pas bons, mais ils vont être détériorés encore plus par les réunions avec le Conseil. Je m'explique. Quand normalement la Commission présente des textes au Parlement, elle doit avoir fait ce qu'on appelle des études d'impact pour savoir quel va être l'impact. Là, il n'y a eu aucune étude d'impact faite sur aucun des textes qui nous a été présenté. Donc on se dit, il y a un loup. On se dit, c'est pas possible. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils veulent pas mesurer ce que ça va générer derrière, les effets positifs, négatifs que vont entraîner ces textes. Ils ont même pas fait d'études d'impact de l'ancien règlement Dublin 3, qui est aujourd'hui en cours, j'allais dire, en exercice. Oui, aujourd'hui, l'Europe fonctionne avec ce règlement de Dublin 3. Ils n'ont même pas analysé le dysfonctionnement de ça pour pouvoir tirer des enseignements et donc faire une proposition législative qui est haute. Donc nous, on s'est auto-saisi le Parlement pour faire cette analyse de Dublin 3 et on a demandé au service de recherche du Parlement de faire cette analyse. Et quand ils nous l'ont rendu, c'était catastrophique. Il fallait absolument changer le règlement de Dublin pour un tas de raisons. Mais c'était unanime les raisons pour lesquelles ça dysfonctionnait, et notamment, tu l'as dit, la responsabilité du premier pays d'entrée, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, qui croulent aujourd'hui sous les personnes qui arrivent et qui sont chargées par l'Europe d'analyser les demandes d'asile de toutes les personnes qui arrivent. Et donc, on a 5 textes dans la proposition. C'est un paquet législatif, la réforme, le pacte asile-migration au niveau européen. C'était 5 textes, 5 règlements, 2 qui existaient déjà, le règlement de Schengen, le règlement, je vais prendre mes anti-sèches parce que je les oublie toujours. Règlement de Schengen, règlement, alors APR, c'est, excusez-moi, mais le règlement sur les procédures d'asile. Donc ça, il était déjà en négociation, mais c'est des modifications en fait concernant la procédure à la frontière. Il y a un nouveau règlement qu'on appelle screening, filtrage, qui est assez pourri. Il y a un autre règlement, gestion de l'asile et des migrations. Ça, c'est ce qui va remplacer le règlement de Dublin, qui a été ouvert parce qu'avant, Dublin, c'était que sur l'asile. Et là, c'est gestion de l'asile et des migrations. C'est quand même un champ beaucoup plus ouvert et on en parlera quelques mots. Et on a un nouveau règlement aussi qui s'appelle règlement de crise pour faire face à des moments où on a des crises en Europe. On a eu en 2015 les Syriens, enfin la crise syrienne qui est arrivée chez nous. On a eu l'Afghanistan, on a eu un certain nombre de choses. On a les Ukrainiens sur le dernier. Et puis on a surtout ce qu'ils ont appelé une guerre hybride au niveau européen. C'est quelques milliers de migrants qui ont été mis à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne en automne 2022. 21. Et là, l'Europe a dit c'est une guerre hybride menée par Loukachenko, la Biélorussie, vers l'Europe. Donc il faut qu'on se prépare à gérer ce type de crise. Et comment on fait? Nous, on dit simplement, on a une directive européenne de 2001 qui a été la directive d'accueil, la directive, celle qu'on vient de mettre pour les Ukrainiens. Protection temporaire, décidément. La directive de protection temporaire qui existait depuis 2001, qui a été mise en œuvre pour la première fois avec l'accueil des Ukrainiens et qui a super bien marché. On a accueilli en Europe 8 millions d'Ukrainiens à qui on donnait tout de suite un droit au travail, un droit au logement, un droit à la santé et un pécule pour que les premiers mois où ils ne travaillent pas, ils puissent s'en sortir un peu. Et ça n'a pas déstabilisé de système d'emploi, de système de logement, de maintien en Europe. Alors c'est vrai que beaucoup, et ça aussi c'est le fait migratoire, il est comme ça partout dans le monde, beaucoup sont restés en Pologne, beaucoup sont restés en Roumanie et dans les pays qui sont autour de l'Ukraine. Je rappelle que 87% des migrations à travers le monde se font dans le pays qui est à côté du pays qui est quitté. On l'a vu avec l'Afghanistan, la plupart des Afghans sont restés en Iran, sont restés au Tadjikistan et je sais plus au Pakistan. C'est les 3 pays qui ont accueilli le plus d'Afghans parce que, comme tout à chacun, ils espèrent qu'une chose, c'est de pouvoir revenir chez eux le plus tôt possible derrière. Donc, on est capable d'accueillir en Europe avec cette directive. Et d'ailleurs, tout le long de cette négociation du règlement crise,
on faisait en sorte, nous, enfin les Verts avec la gauche européenne, de faire en sorte qu'ils ne remettent pas en cause la directive d'accueil temporaire, parce qu'on avait peur de ça. On a obtenu que dans le texte qui sort du Parlement, ça soit maintenu, la directive d'accueil temporaire. On n'est pas sûr du tout que dans la négociation avec le Conseil, quand on va devoir rencontrer le Conseil, ça soit maintenu derrière. Donc voilà, on a ces règlements-là qui ont été votés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux parce qu'il y a des complexités. Nous, moi j'étais ce qu'on appelle le shadow rapporteur, j'étais désigné par le groupe des Verts européens pour être sur le règlement AMMR, donc celui sur la réforme du règlement de Dublin. Donc ça a duré de septembre 2020 à là début 2023, donc long, difficile, avec le rapporteur, donc celui qui tient la plume du texte, qui était un Suédois à la tête d'un parti de droite suédoise qui est dans la coalition avec l'extrême droite aujourd'hui au pouvoir en Suède. Donc vous imaginez la direction que son texte avait pris. Donc il y avait le texte de la commission qui arrive et lui, on fait des auditions, machin truc, et il modifie le texte et il nous propose un texte sur lequel on négocie. Donc on a le texte de la commission, le sien, et puis on doit se mettre d'accord, trouver des compromis sur chacun des articles de ce texte-là. Son texte, il était encore pire que celui de la commission dans ce qu'il préconisait derrière. Vraiment, l'obsession maladive des États membres, c'est de pouvoir passer des accords avec les pays tiers, comme on a fait avec la Turquie, comme on a fait avec la Libye, et de multiplier ça à l'envi pour faire en sorte que chacun retienne ces populations, les migrants qui transitent par leur pays chez eux. Ça, c'est obsessionnel chez les États membres aujourd'hui et au Parlement européen, puisque on fait beaucoup aujourd'hui. Ce qu'on perd un peu au Parlement européen, c'est cet esprit européen. Il y a, comme les chefs d'État, un repli sur eux-mêmes, sur les États membres, et on le sent dans les négociations, dans les eurodéputés, que chacun obéit à ses États, aux majorités qui sont chez eux. Peut-être on va, on va déplier progressivement, et là. Tu as déjà dit beaucoup, alors merci beaucoup. On a aussi, et c'est un souhait qu'on porte à ELV Paris, c'est de porter une voix d'eurodéputés, mais aussi de personnes dites de la société civile, en tout cas représentants ou représentantes associatives. Donc on a la chance en effet, comme l'a dit Camille tout à l'heure, d'avoir donc avec nous Delphine Rouillot, donc directrice générale de France Terre d'Asile, qui est une association qui œuvre sur tout le territoire national et qui a des missions très larges qui vont de la maraude dans ce qu'on appelle les campements jusqu'à l'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, mais aussi en centre provisoire d'accueil pour les personnes qui viennent d'obtenir le statut de réfugié. C'est aussi une association qui porte un grand plaidoyer. Voilà, c'est aussi une association de plaidoyer, et c'est aussi sur cette partie-là, à la fois en tant que faiseur de politique publique, en tant qu'association, mais aussi en tant que porteuse de plaidoyer qu'on vous invite ce soir. Donc merci beaucoup. Et donc justement d'avoir votre regard justement sur ce qui est indiqué, et en fait sur l'urgence qu'a pu pointer Damien de réformer les politiques d'asile européennes. Donc actuellement il y a un projet de réforme, mais qui est donc moins 10 ans, enfin problématique, mais voilà, si vous pouvez nous expliquer un peu au regard de la situation actuelle, pourquoi est-ce qu'il est urgent de réformer les politiques d'asile, notamment pour les personnes dublinées. Merci pour l'invitation également. Je m'inscrirai complètement dans le prolongement de ce que Damien vient de dire, pour vous dire qu'il nous semble urgent de réformer les politiques européennes, mais pas de la manière dont l'Europe s'apprête à le faire en fait. Moi, il me semble d'abord que l'Union européenne, elle est en train de perdre son âme sur les questions migratoires, et que quelque part, le projet de construction européenne, il est en train de se percuter, pas seulement à l'égoïsme de chacun, mais c'est aussi à la construction d'une espèce de nouveau narratif qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des pays européens, quasiment tous, se retrouvent autour de l'idée que l'Europe est menacée, qu'on a besoin de sécuriser nos frontières, et que cette espèce de narratif sur la sécurisation, elle entraîne la militarisation des frontières, et elle entraîne, comme tu disais très bien, le développement de ces accords avec les pays tiers qui sont quand même qui sont des hontes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce que fait l'Italie avec la Libye, c'est une honte. On finance un pays, l'Italie finance un pays qui a des camps de torture à ciel ouvert, et on leur donne beaucoup d'argent pour leur permettre de continuer à faire ça. Donc pourquoi il faut réformer ? Il faut réformer parce que, en tout cas, la réforme telle qu'on la souhaiterait, elle a vocation peut-être à
à changer ce narratif et à se dire que en réalité, si on continue si on se lance dans cette réforme du paquet asile ou du pacte asile-migration, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est un durcissement, c'est le renforcement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 km de frontières qui ont été, de murs qui ont été construits aux frontières européennes. Il y en avait 300 en 2014, avant la crise que tu évoquais, Ophélie. On a une Commission européenne qui prétend ne pas vouloir financer les murs, mais qui finance les drones, les systèmes biométriques et tout ce qui va autour, donc qui en réalité joue complètement le jeu de cette militarisation et de cette sécurisation. Et tout ceci, ça a des conséquences. Alors ça a des conséquences évidentes qui sont les morts en Méditerranée. J'ai pas besoin de vous dessiner ça. Ça a des conséquences pour ceux qui réussissent à arriver en Europe et à passer, notamment arriver via la Grèce, via l'Italie. Là, je réponds à votre question sur Dublin. Ça a des conséquences parce que les politiques telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ne sont pas accueillantes. Elles sont déjà pensées pour limiter l'accueil, pour systématiquement questionner la légitimité de la demande d'asile. Et Dublin, il y a à peu près 30 à 40% des demandeurs d'asile en France qui relèvent du règlement de Dublin, c'est-à-dire qui en gros n'ont pas le droit de faire une demande d'asile en France et qui peuvent passer jusqu'à 18 mois à errer dans des squats et dans des situations évidemment absolument indécentes avant que la France accepte d'instruire leur demande. Donc on a une situation qui est catastrophique et on a une situation humanitaire, j'ai envie de dire, dans nos pays qui est catastrophique, et une situation politique en Europe qui ne donne aucune perspective d'amélioration. Nous, on pense qu'on aurait besoin de solidarité, on pense qu'on aurait besoin de ce qu'on appelle un système de relocalisation, c'est-à-dire de meilleure répartition des demandeurs d'asile sur tout le territoire européen. Et malheureusement, c'est un peu le contraire qui se profile, puisque, mais tu pourras mieux compléter que moi, la seule dimension de solidarité qui était présente dans ce pacte, c'est la dimension facultative. C'est-à-dire que tout devient obligatoire, mais par contre, se porter solidaire pour accueillir des demandeurs d'asile en provenance notamment de Grèce et d'Italie, ça c'est au bon vouloir des États membres qui peuvent se dédouaner de cette obligation en faisant un chèque pour financer les retours. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement, pas seulement paradoxal, mais extrêmement inquiétant en fait, tout simplement. Damien, sur cette situation politique, justement, je veux dire, vous le dites, globalement, le camp du repli gagne du terrain, le camp de la solidarité en perd, que ce soit au sein des États membres ou au Parlement européen. Quel est l'équilibre aujourd'hui? C'est-à-dire, où est un peu la voie? Je veux dire, le groupe de Visegrad est plus aligné aujourd'hui du fait de la guerre en Ukraine. En gros, quels sont les États sur lesquels on peut compter ou les groupes politiques? C'est une bonne question. Je suis en train de les lister, mais j'en vois pas beaucoup. Franchement, des États aujourd'hui, le Portugal est un des États les plus accueillants, avec plein de choses à côté quand ils accueillent. J'aurais mis l'Espagne, mais l'Espagne, c'est socialiste en Espagne, et le groupe des sociodémocrates au Parlement, là, dans l'adoption des textes, ils ont suivi la droite et l'extrême droite. Et ça, pour nous, c'était parce que dans les négociations, on est donc un représentant de chaque groupe politique dans les négociations. Donc on est 7 quand on négocie le règlement de Dublin, le changement du règlement de Dublin. Et le représentant des sociodémocrates, c'est Pietro Bartolo, c'était le médecin de Lampedusa. Et que j'avais rencontré à l'époque à Lampedusa, en 2016, à l'époque où j'avais ouvert le camp à Grande-Sainte. Et donc, mais il est impeccable, lui. Mais vraiment, et on a tenu jusqu'au bout dans la négo pour obtenir des trucs. Et puis au moment du vote final, il suit son groupe dans sa logique de groupe. Et c'est compliqué. Et donc, voilà, même l'Allemagne aujourd'hui, où on a quand même des copains qui sont dans la coalition allemande, les dernières déclarations de Scholz, qui a fait évoluer, ils ont fait évoluer leur accord de coalition en Allemagne pour mettre des accords avec les pays tiers, pour renforcer les frontières, etc., etc. Donc ils durcissent aussi leur discours. Les Belges durcissent aussi, et pourtant on a des copains écolos dans le gouvernement, dans la coalition aussi, belge. Donc c'est un peu compliqué avec les États aujourd'hui. Alors effectivement, la solidarité, ils veulent pas entendre parler de solidarité obligatoire. Nous, on s'est battu toutes les réunions de négociation, on a essayé de l'imposer. On l'a jamais eu. On l'a obtenu que quand il y a du sauvetage, des secours en mer,
qui vont forcément en Italie, puisque c'est là que ça se passe en grosse partie. Ce qui bloque l'Italie, c'est qu'elle se retrouve avec des mecs supplémentaires. Donc si on lui dit qu'à ce moment-là, s'ils arrivent en Italie, ils soient relocalisés automatiquement, du coup l'Italie, elle pourra plus jouer au con, là, comme elle fait aujourd'hui, en renvoyant sur un port qui est au nord de l'Italie quand ils sont au sud. Moralité, SOS Méditerranée nous dit que ça va lui coûter 1 million de gasoil supplémentaire de faire les allers-retours en mer comme ça. Mais bon, ils seront obligés de se plier à la demande. Donc là, ils pourront plus se réfugier derrière ça. Voilà, mais c'est compliqué. Donc c'est compliqué d'avoir un État qui aujourd'hui se démarque du lot. Voilà, c'est l'état d'esprit européen. Je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire comment ça va se terminer, la négociation avec le Conseil, et sur quoi ils vont quand même ouvrir les choses. Moi, c'est pas ce que je vois de la société civile en France, par exemple. La société civile, je considère aujourd'hui que la société civile en France, elle est plutôt majoritairement accueillante. D'ailleurs, il y a un sondage IFOP de novembre 2022 qui dit où 60% des Français disent qu'il faut qu'on accueille les gens qui fuient la misère et la guerre. Donc, c'est quand même 80 ou 90% des gens qui arrivent chez nous, ceux qui fuient la misère et la guerre. C'est un sondage IFOP qui n'a pas été commandé par les Verts, qui n'a pas été commandé par la gauche, je ne sais plus de où d'ailleurs, il sort celui-là, mais... Donc je pense que c'est l'état d'esprit européen, mais les gouvernants aujourd'hui se recroquevillent chez eux, quoi. Et donc, plus de solidarité. Donc on voit qu'il y a quand même des raisons d'espérer. Bon, il y a aussi des raisons de moins espérer. En fait, on constate qu'il y a quand même aussi un mouvement de criminalisation des activistes. On a fait un ciné-débat il y a un mois avec Léa Châtaignier qui est ici, justement sur la criminalisation des mouvements. Alors là, c'était la criminalisation des mouvements écolos, en l'occurrence, avec l'association, avec différentes associations, mais notamment avec Alternative à Paris. Il y avait aussi Nour qui est ici, Nour Durand-Rocher. Cette criminalisation, elle existe aussi évidemment envers les publics exilés, envers aussi les associations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce mouvement à l'œuvre, et peut-être aussi des moyens de s'en préserver? Des moyens de s'en préserver, je ne suis pas sûre de pouvoir vous dire. Il y a eu un projet à un moment donné d'un règlement sur l'instrumentalisation. Donc dans la droite ligne de ce que Damien racontait tout à l'heure sur le mouvement où les Biélorusses et les Russes avaient été chercher des Kurdes pour les projeter sur la frontière polonaise enfin, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont mortes dans cette aventure-là. Ce projet de texte, en fait, il avait vocation à deux choses. Il avait vocation d'abord en fait à durcir, à assouplir les conditions de mise en œuvre du droit d'asile dans les pays frontaliers. Donc en gros, à diminuer les droits des demandeurs d'asile ou des personnes qui étaient elles-mêmes instrumentalisées. Donc c'était la première chose qui était complètement folle et scandaleuse. Je parle au passé parce que ce texte, a priori pour l'instant, il est un peu... on en reparlera après alors. De ce que je comprends en tout cas, il n'a pas été adopté en tant que tel, et maintenant tout le monde essaie de réintroduire cette notion d'instrumentalisation un peu dans d'autres textes législatifs. Mais donc il y avait ce volet-là qui était quand même extraordinairement cynique, qui consistait à rendre les victimes les premiers responsables, et donc en fait à durcir encore l'accueil des personnes. Et puis il y avait un deuxième volet qui s'était surajouté à ça, qui consistait à dire l'instrumentalisation, ça concerne aussi les acteurs non étatiques et donc les ONG. Et donc les ONG, là, ce que vous voyez, ce qui se passe en Italie, effectivement, avec les ONG de sauvetage en mer, que ce soit SOS Méditerranée, GeoBarents, etc. Aujourd'hui, on a des associations qui sont les cibles en fait de politiques gouvernementales, qui, au lieu de se rendre compte que les passeurs se nourrissent de la construction des murs, en fait considèrent que ce sont les associations qui viennent en aide aux exilés, aux migrants, aux personnes qui sont en train de mourir en mer, qui sont elles-mêmes en fait responsables, coupables, complices en fait de ces passeurs. Donc c'est quand même extrêmement inquiétant, parce que cette notion d'instrumentalisation, si elle parvient, mais peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus, mais si elle parvient à être réintroduite dans d'autres textes, elle pourrait conduire demain je ne sais pas très bien, mais des États membres à utiliser ce concept-là pour criminaliser et empêcher d'exercer des ONG qui ne sont là que pour sauver quelques êtres humains. Et en France en France, il y a la question de la frontière italienne, en fait. En France, il y a le... vous connaissez l'histoire, mais c'est pareil, Damien, tu connais ça beaucoup mieux que moi encore, mais c'est toute la question de ce qui s'est fait à la frontière franco-italienne, à Briançon, et au fait qu'aujourd'hui, Schengen est complètement instrumentalisé, contourné, pour en fait durcir la frontière franco-italienne et conduire à des refoulements. La France procède à des refoulements de migrants qui
traversent la frontière italienne par le biais d'une interprétation pas tout à fait acceptable comment dire, des libertés que Schengen peut offrir. Et après, pardon, je m'arrête après, je suis un peu longue, mais après, est-ce que les ONG françaises sont criminalisées? Il y a eu l'exemple de Calais, je réfléchis en parlant, mais il y a eu effectivement l'exemple de Calais, les interdictions de distribution alimentaire, etc. On n'en est quand même pas tout à fait au stade italien, mais bien sûr que c'est dans l'air, quoi. Et Damien, justement, vous vous rendez souvent aux frontières, que ce soit la frontière franco-italienne, dans la vallée de la Roya, à Calais également. À Mayotte, c'était pas mal non plus. À Mayotte. Et comment est-ce que l'État français mobilise le droit français, le droit européen, ou le contourne, en fait? Et est-ce qu'on a, par exemple, sur Calais, est-ce qu'il y a l'ombre d'un espoir de régler la situation avec un accord avec le Royaume-Uni qui sont favorables aux personnes? Non, puisqu'on vient encore de re-signer un énième avenant à l'accord du Touquet, j'allais dire, hein, je ne sais plus le combienième, où la Grande-Bretagne continue à repayer plus encore de drones. Alors on a fait une visite d'une délégation d'eurodéputés à Bruxelles, à Calais et aux Pays-Bas il y a à peu près un mois. Et quand on est allé voir à Calais comment ça travaillait, on a eu la démonstration des drones, des vedettes, des machins. Et les flics nous disent tous, mais notre mission première, c'est de sauver des vies. Ils se réfugient tous derrière ça. On a entendu, vous savez qu'il y a eu un gros naufrage en Calabre il y a, pareil, 3 semaines, un mois, et il y a une centaine de personnes qui sont décédées. On a fait une audition au Parlement cette semaine où il y avait le responsable des gardes-côtes italiens qui était présent et qui dit, notre mission à nous, c'est de sauver des vies. C'est surtout pas de refouler. Alors qu'en même temps, il y a le New York Times qui sort tout un article avec des photos où on voit des agents de Frontex qui refoulent allègrement des gens vers la Libye ou ailleurs. Enfin bref. Donc, et l'État français fait pas exception à ça. L'État français s'assied sur la loi. L'exemple de la frontière à Menton ou à Montgenèvre, effectivement, le code Schengen, normalement, dit on peut réinstaurer les frontières intérieures de l'espace Schengen s'il y a un danger, mais de manière très courte, très limitée dans le temps. Nous, on les a refermés depuis 2015, sous prétexte du risque terroriste. On est en 2023. Et là, la France a déjà annoncé qu'à cause de la Coupe du Monde de rugby, puis après des Jeux Olympiques, qu'elle va redemander des prolongations de fermeture de ses frontières jusqu'à la fin, je sais pas quand est-ce que c'est les JO, juillet, août 2024, donc jusqu'à septembre 2024. Et après, on va trouver le risque terroriste. Darmanin, il vient de dire que d'ailleurs, il y avait un risque terroriste en Europe là qui reprenait, donc on va y aller allègrement. Il joue sur les peurs, mais il ne respecte pas le droit. Il ne respecte pas le droit non plus parce qu'il refoule des gens qui arrivent sur le territoire français. Et c'est ça aussi le problème de l'Europe, c'est que quand on leur met ça sous le nez, il n'y a pas de sanctions européennes. Donc, les États membres bafouent les règles européennes, les conventions internationales sur le droit d'asile, etc., et le principe de non-refoulement qui est dans la Convention de Genève, et il n'y a pas de conséquences à ça. Et c'est bien aussi toute la difficulté qu'on a. Peut-être, dans le prolongement de tout ça, on voit qu'actuellement, pour faire le lien avec l'État français, on voit qu'aujourd'hui, il y avait une manifestation de solidarité, puisqu'un maire a été contraint, enfin en tout cas a démissionné parce qu'il était menacé par l'extrême droite. Vous le savez, il y a aussi eu des attaques de l'extrême droite envers le centre d'hébergement provisoire qui est situé dans le 16e arrondissement, et je salue Cécile, je ne sais pas où elle est, qui rend compte ici, fréquemment en fait de ce qui peut se passer, et c'était à Paris. Donc dans toutes ces situations, on se demande un peu ce que fait l'État français. En même temps, l'État français finance aussi des places d'hébergement, enfin fait des choses. L'État français fait quand même. Moi, je suis fonctionnaire d'État, donc l'État français fait des choses quand même, mais vraisemblablement pas suffisamment. Et du coup, avoir le point de vue d'une association sur comment est-ce que l'État français pourrait mieux aider les associations à mener leur action d'aide aux exilés. En fait, l'État français, il a la politique migratoire honteuse. Il n'assume pas ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, en fait, il crée des places d'hébergement. Ça serait mentir que de dire que... Vous savez, entre 2015 et aujourd'hui, l'État a doublé le parc d'hébergement des demandeurs d'asile. On est passé en gros de 50 000 à 100 000 places. Donc quelque part, il y a des efforts budgétaires qui ont été faits. Là, il y a plein d'argent qui est mis sur la table pour créer des dispositifs d'intégration. Donc... moi, je ne veux pas dire que l'État ne fait rien. Un peu, mais je suis fonctionnaire aussi, donc peut-être que tout ça s'explique bien. Et pour autant, l'État assume rien de ce qu'il fait.
L'exemple de Saint-Brévin, c'est l'exemple typique d'une situation où on a un élu local de droite, pas spécialement favorable à l'accueil des migrants, etc., qui assume ses responsabilités d'élu local, qui organise simplement le déménagement d'un centre d'hébergement, d'une ville, enfin même pas d'un endroit de la ville à un autre, et qui se retrouve évidemment donc, sous la cible de ces militants d'extrême droite qui ont décidé d'en faire un combat permanent et qui n'a même pas le soutien de l'État, qui aujourd'hui en plus ne parle que de soutien aux élus, mais qui n'assume pas qu'au final il s'agit d'une politique publique nationale, étatique, d'accueil des étrangers, des migrants, des demandeurs d'asile partout sur le territoire, et qui se cache derrière, effectivement, on est quasiment au numéro vert là, enfin on est encore une fois dans un truc complètement problématique. Donc de quoi on a besoin nous? J'y viens. D'abord on a besoin qu'ils soutiennent les élus, parce que si on n'a pas d'élus, effectivement, nous, les associations qui accueillons, on n'est pas en capacité d'accueillir correctement. Il n'y a pas un dispositif d'accueil qui fonctionne bien dans une commune si il n'est pas associé à une collectivité accueillante. Ça ne veut pas forcément dire de gauche, hein, ça veut juste dire qui assume que accueillir des étrangers sur son territoire, ça fait partie de ses missions, et quelque part, fait partie du pacte républicain, quoi. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est évidemment des moyens supplémentaires, mais je pense que je ne vais pas vous rentrer dans tout ce dont on a besoin. Mais on a besoin, je pense, le plus important, le plus politique, c'est qu'on a besoin que l'État assume que c'est pas sale d'accueillir des étrangers, que c'est pas honteux de le faire. C'est insupportable de voir aujourd'hui des élus pas informés par le préfet d'ouverture de centres et se rendre compte qu'en fait, les préfectures n'osent même plus appeler certains élus. Et se retranchent derrière les associations qui se retrouvent en première ligne. Voilà. Après, il y a plein d'autres sujets, mais je ne vais pas être trop longue. Si vous voulez parler des mineurs, des histoires de l'école de la rue à Angers, tout ça, je veux bien. Peut-être après, j'y vais. Après, il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques de prise en charge qui, je vous dis, existent. Et puis après, il y a des champs entiers dans lesquels l'État est complètement absent. L'histoire de l'école de la rue Erlanger, c'est une situation extrêmement particulière. C'est un espèce de trou juridique, une espèce de zone grise dans la prise en charge des jeunes qui se présentent et qui se disent mineurs non accompagnés. Je le sais d'autant plus que c'est France Terre d'Asile qui a la triste tâche de faire l'évaluation de la minorité sur Paris. C'est une mission qu'on assume parfaitement, mais qui est, je vous assure, compliquée et douloureuse même pour les équipes. Mais bon, on le fait parce que on estime préférable que ça soit nous plutôt que la préfecture qui le fasse concrètement. Et je préfère encore que l'évaluation de la minorité, elle soit, elle soit portée par une équipe sociale, socio-éducative, que par des agents de préfecture. J'ai rien contre les agents de préfecture, mais on n'a pas envie d'en faire un outil de politique migratoire. Bref, je reviens à cette école. Le problème, c'est que tous les jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs continuent à se dire mineurs, font un recours devant le juge pour dire, attendez, certes, j'ai pas été évalué mineur par le département, mais je continue, j'exerce mon droit de recours, concrètement, et que dans cet intervalle-là, ils n'ont pas de solution d'hébergement. Ils n'ont pas de solution d'hébergement parce que, comme ils se disent mineurs, ils ne peuvent pas être hébergés dans les centres d'hébergement d'urgence traditionnels. Et donc, en fait, ce que fait une association comme Utopia aujourd'hui, c'est de remplir ce vide juridique laissé par, en l'espèce, l'État et quelque part, on va dire l'État et les collectivités qui devraient réussir à se mettre un peu, à mon sens, à cofinancer un peu tout ça, parce qu'ils veulent pas voir. Ils veulent pas voir qu'il y a un problème, parce que l'aide sociale à l'enfance, ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'une place d'hébergement d'urgence par l'aide sociale à l'enfance, c'est plus de 100 € par jour, alors qu'une place d'hébergement d'urgence, c'est 20 ou 30, et que on est sur un enjeu qui est budgétaire, en fait. Faut être très, très cyniquement très clair. Merci beaucoup. Puisqu'on parle justement des collectivités territoriales, Damien, vous avez dû quand même beaucoup ferrailler avec l'État quand vous étiez maire de Grande-Synthe pour accueillir. Justement, en tant que maire d'une collectivité territoriale, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour peut-être remplir les trous dans la raquette, ou de quelles compétences on dispose en fait pour bien accueillir les exilés? On peut faire beaucoup en tant que maire. Après, c'est très dépendant des situations de terrain. Et c'est ce qu'on dit, nous, à l'Association nationale des villes et territoires accueillants, c'est qu'il n'y a pas une politique d'accueil, il y a des politiques d'accueil à mettre en œuvre pour répondre à des spécificités à un moment. La situation de Briançon n'est pas la même que celle de Calais. À Briançon, les gars arrivent, ils s'arrêtent pour se reposer et ils continuent leur parcours.
À Calais, ils veulent partir et on les empêche de sortir. C'est pareil à Biarritz ou à Bayonne, quand ils arrivent d'Algérie, du Maroc et qui traversent l'Espagne pour rentrer, ils veulent continuer leur parcours migratoire. Et puis il y a des collectivités, alors la plus grosse c'est Paris bien évidemment, qui est quand même un nœud de communication où il y a des milliers de personnes qui arrivent et voilà, qui attendent là parce qu'il y a aussi des opportunités professionnelles, parce que c'est facile de se déplacer, parce qu'il y a plein d'opportunités. Et là, je peux dire, la ville, je pense que la ville de Paris fait déjà beaucoup sur l'accueil. Quand on voit le nombre de foyers qu'il y a à Paris ouverts, etc., c'est beaucoup. Et la ville de Paris, et je suis d'accord avec ça, mais ça fait longtemps qu'ils le disent. Quand on a ouvert le camp, on était un peu en contact très serré avec la ville de Paris à cette époque, parce que il y avait le même problème qui naissait à Paris, et tous les deux, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est partis à ouvrir le camp. C'est Dominique Versini qui est venu quelques mois après pour voir comment ça fonctionnait, et la bulle est née à Paris à ce moment-là, une tentative d'une solution, parce que on tâtonne, parce qu'on sait pas, on n'a pas d'expérience, de retour d'expérience de l'accueil dans ces conditions-là. Et donc, c'est pour ça que je dis, on a, en fonction de la situation, on peut mettre en œuvre des solutions. Moi, j'ai fait, dans la dimension, ça peut paraître dingue, parce qu'il y avait 2500 personnes pour une ville de 25 000 habitants. En proportion, c'est comme si à Paris, combien d'habitants intramuros à Paris? 1,8 million. 1,8 million, ça voudrait dire qu'il y ait 180 000 exilés qui arrivent à Paris, qu'il faille loger. Donc la proportion, elle est quand même extrêmement importante. Donc, on fait en fonction de ce qu'on peut faire et de l'urgence humanitaire. On est plus ou moins sensible à cette urgence-là, en fonction des collectivités. Il y en a qui, en plus, enfin moi, ce qui me semble le plus important, c'est aussi de porter un autre discours sur ces personnes qui sont présentes. Le narratif est extrêmement important. Et moi, dans les villes de l'Envita, par exemple, je sais qu'il y a des réunions avec les habitants, etc., et que chacun des discours des élus, il est différent du discours qu'on entend à la télé sur les migrants, c'est un problème, etc., etc., il faut s'en débarrasser, il faut les repousser. Et ça, c'est déjà un point qui est extrêmement important, et il faut bien qu'on prenne conscience de ça. Je me suis fait insulter ce matin à Caisse Priorité. Parce que c'est fondamental dans l'accueil, c'est déjà comment on pose les choses dans sa commune. Et je pense que le maire de Saint-Brévin, il l'avait fait, parce que depuis 2016 ou 2017, son centre tournait et il n'y avait pas de problème avec ça. Là, c'est effectivement Reconquête qui s'est servi de la situation, mais comme ça avait été à Calac quelques semaines avant, comme c'était dans le 78 un foyer d'Emmaüs qui a fait la même chose, comme il y en a d'autres en France qui sont menacés aujourd'hui par Reconquête, parce que Reconquête a fixé ça en ligne de mire, et puis avec tout ce qu'il y a comme discours autour, et discours qui est relayé, alors qui sont pas nombreux, hein. Quand à Saint-Brévin, moi j'y étais le 25 février, la première manifestation de soutien et de contre-manifestation à la manifestation de Reconquête, nous on était 1200 le matin, ils étaient à peine 200 l'après-midi, et encore, ils venaient de toute la France de Reconquête pour aller manifester là-bas. Donc ils font du bruit parce que CNews, parce que Hanouna, etc. relaie ça sur les médias et que c'est compliqué de lutter contre ça. Mais voilà, le discours, le narratif est extrêmement important. Après, on peut ouvrir une école, on peut ouvrir une salle de sport, on peut avoir des logements quand on a des logements disponibles ou des locaux vides quand on a une vieille école, un vieil hôpital, un vieux je sais pas quoi, on peut mettre des espaces à disposition, mais il faut pas oublier que c'est de la responsabilité normalement de l'État de faire ce genre de choses. Et la question après, l'autre question, c'est sur les mineurs isolés. Là, on a quand même, quand on met en place quelque chose, on assume une responsabilité qui est beaucoup plus énorme. Et c'est là que les départements, parce que c'est de leur compétence, doivent intervenir aussi, et on peut pas laisser. C'est vrai qu'il y a des trous dans la raquette, mais en attendant de combler le trou, pour moi, il doit y avoir une solution qui se mette en place tout de suite. Et après, on verra bien comment les choses vont se passer. Mais la première chose, c'est d'éviter que ces gamins soient comme ça, sans solution. Même s'il a 20 ans, 19 ans au lieu de 18, enfin voilà, il faut qu'il y ait une solution, parce qu'on ne peut pas les laisser à la rue, parce que ça coûte 100 € la nuit dans le dispositif à l'encense. Si le mec dévie parce qu'il va faire du trafic, du deal et du machin, combien ça va coûter à la société quand ce gamin, après, il devra être accompagné d'éducateurs, etc., etc. Beaucoup plus cher que ça. Donc c'est vraiment, le coût de la non-action va être beaucoup plus important pour la société que le coût de l'action immédiate. Et quand on dit, enfin, je termine avec ça, on a doublé le nombre de places, ce que tu disais à l'instant, d'accueil. On n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Alors oui, ça coûte de l'argent. Putain, il y en a de l'argent. Il y en a de l'argent.
plutôt que de faire des cadeaux aux plus riches en baissant les impôts, etc., bah, on a un budget de l'État avec lequel on pourrait faire des choses, quoi. Mais on fait le choix de vider les caisses et puis de dire après, bah, j'ai pas d'argent. Vous vous rendez compte, ça coûte cher, on peut pas. On a les règles européennes après d'équilibre des finances, etc. Et ça va pas s'appliquer. Mais ouais, mais on n'est capable de virer tout le pognon des caisses de l'État. Pardon, non, je l'ai dit, mais c'est parce que ça l'ensemble. Au contraire, merci. Mais justement, je refais le lien et avec le niveau européen et avec les moyens de l'accueil. Au moment du début de la guerre en Ukraine, il y a un peu plus d'un an, tout à coup, on a été capable d'accueillir 100 000 personnes en France déjà et plusieurs millions au niveau de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la protection temporaire et de ce qu'il a permis justement au niveau européen? Qu'est-ce que ça a changé en fait? Ça n'a rien changé. Enfin, ça a montré un visage d'une Europe qui accueille, mais qui accueille des blancs, pas musulmans. Grosso modo, c'est ça, hein, la grosse différence. Parce que pourquoi on l'a pas fait avec les Afghans qui, un an plus tôt, devaient quitter l'arrivée des talibans en Afghanistan. Il n'y a aucune raison de faire cette différence-là, même si l'Ukraine, c'est la porte de l'Europe et que, etc., etc. Mais avec l'Afghanistan, on pourrait être solidaire aussi. Ça n'a rien changé, ça a juste prouvé que c'était possible de le faire. Et à coup de millions, là, on nous emmerde pour quelques dizaines de milliers de gens qui arrivent. Bon, on nous emmerde, on nous dit que c'est un problème, qu'on ne va pas savoir gérer, qu'il faut tout stopper, qu'il faut passer les pires des accords avec les pays tiers pour qu'ils parlent pas des pays, etc., avec toutes les violences qui sont générées et tous les morts que ça coûte sur la route. Donc, mais on a la capacité à faire, et que ça s'est merveilleusement bien passé. Et pourquoi ça s'est si bien passé, la protection temporaire? Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permettait à toutes les personnes qui arrivaient d'Ukraine d'avoir immédiatement une carte d'un an, une carte de séjour d'un an, renouvelable une fois, et un accès au travail immédiat, un accès à un logement immédiat et à 300 à la santé. L'accès à la santé aussi, c'est important. Et 300 € par mois, je crois, c'était ça, le pécule au départ. Alors c'est vrai que c'était beaucoup de femmes et d'enfants, puisque la loi martiale en Ukraine faisait que les hommes, ils pouvaient pas quitter l'Ukraine, sauf à partir d'un certain âge, mais il y a eu beaucoup de femmes et d'enfants. Dans les migrants quand même qui arrivent chez nous, c'est 50% de femmes aussi, hein, faut pas l'oublier. On a toujours cette image que c'est des hommes, non, c'est 50% de femmes dans les migrants qui arrivent chez nous. Et on a montré que c'était possible de faire. Et ça les emmerde peut-être un peu, là, parce qu'ils sont un peu gênés aux entournures. Justement, sur ce sujet, donc le député de la circonscription, c'est Julien Bayou, et il dit souvent c'est la preuve par l'Ukraine. Et je trouve que c'est assez juste. Vous avez indiqué un peu la typologie des publics qui viennent d'Ukraine, et en effet, il y avait aussi un public, il y avait beaucoup de femmes, et peut-être que ça a permis une forme d'acceptabilité en plus des autres typologies que vous avez que tu as pu dire tout à l'heure. Justement, je voulais poser cette question avant d'ouvrir la parole à la salle, aux personnes, si vous avez des questions. C'était justement sur la question de ces publics, les publics des femmes, qui est un public qui en effet existe, évidemment, recours à l'exil aussi, comme n'importe qui, mais est-ce qu'il y a des spécificités, et est-ce que dans l'accompagnement, on peut faire une association, est-ce qu'il y a des spécificités un peu... Je peux me permettre d'abord de préciser un truc qu'a dit Damien, parce que en fait c'est les Ukrainiens qui avaient le droit à la protection temporaire. Tous les étrangers qui étaient présents en Ukraine et qui sont arrivés n'ont pas eu droit à ça. Et nous, France Terre d'Asile, on avait ouvert le premier centre d'accueil pour Ukrainiens, pour les réfugiés de guerre d'Ukraine dans le 18e à Paris. Les tout premiers jours, on a vu énormément d'hommes, parce que les hommes étrangers, pour le coup, n'étaient pas enrôlés dans l'armée, donc pouvaient fuir. Et on a vu arriver énormément, notamment de jeunes Algériens qui étaient étudiants, qui travaillaient en Ukraine. Il y avait à peu près un tiers des personnes les 10 premiers jours qui étaient non-ukrainiens. Et tout cela, ils ont été, ils n'ont pas bénéficié de la protection temporaire, mais surtout, ils n'ont pas eu non plus de titre de séjour, et on les a retrouvés avec des obligations de quitter le territoire français. Donc, et ça, c'était un choix politique de la France, une interprétation par la France de la directive sur la protection temporaire. Il y a d'autres pays qui ont décidé de faire un choix beaucoup plus large, et on a eu beau plaider, on a passé un temps carré au ministère, aux différents ministères, à essayer de leur dire c'est pas possible ce que vous êtes en train de faire, c'est une génération de jeunes qui sont en train d'étudier en Ukraine, c'est raciste, quoi, il n'y a pas d'autre mot, on est vraiment dans quelque chose de profondément, et on a obtenu rien.
Pardon, donc je reviens à votre question, mais parce que quand même, c'est, je pense, important de le préciser. Oui, les femmes, en fait, le sujet de la prise en charge des femmes, c'est toujours la question d'invisibilisation. C'est-à-dire qu'elles sont effectivement très nombreuses à migrer souvent en famille. Il y a assez peu de femmes seules qui migrent, en fait. Et en même temps, on n'a à aucun moment pensé des politiques publiques qui soient spécifiquement liées aux femmes, alors qu'elles sont évidemment encore davantage que les hommes victimes de violences sur la route, victimes de violences à l'arrivée. Il faut se rendre compte que quand une femme dort dans un campement, elle est évidemment encore plus que les hommes exposée à des violences très très fortes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on essaye de travailler à des programmes un peu innovants, un peu ambitieux. Je dirais juste deux choses, c'est qu'un, l'État ne nous paye pas pour ça, donc on va chercher de l'argent dans les fondations privées. Donc nous, France Terre d'Asile, c'est des fondations d'entreprises qui nous financent. On a un grand programme là qu'on démarre tout juste pour l'accompagnement des femmes demandeuses d'asile, c'est du financement 100% privé, parce que en gros, y a du droit commun, puis c'est tout, puis l'État ne regarde pas autre chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer à la fois de penser l'accompagnement des femmes qui ont des enfants pour qu'on puisse s'occuper de la garde de leurs enfants, pour qu'elles apprennent le français, et que quelque part on les aide à s'autonomiser de leur couple, qui est souvent un couple dans lequel elles se retrouvent très réfugiés à la maison, quoi, on va dire très peu. Tant qu'on ne parle pas la langue, on ne peut pas sortir. Donc on va s'occuper de ça. On va s'occuper de recruter des sages-femmes, des psychologues pour que les questions de santé mentale et de santé sexuelle des femmes soient mieux prises en charge. On va former nos travailleurs sociaux à la question de la détection des violences, la question de la traite des êtres humains. Mais tout ça avec de l'argent privé parce que c'est pas une priorité pour l'État. Alors, peut-être laisser la parole à la salle. Alors, je sais pas, tout simplement lever la main et puis il faut juste se lancer. Donc il y a Arthur. Si l'extrême droite arrive au pouvoir en France en 2027, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau des collectivités, au niveau du Parlement européen, au niveau des associations, au niveau du Parlement français, au niveau de la société civile? Et quels exemples on a des pays européens qui sont déjà passés à l'extrême droite et qui pourraient peut-être être inspirants pour se préparer à cette éventualité que je ne souhaite pas. Moi, c'est peut-être une question vraiment très très large où ça mériterait peut-être une formation entière pour y répondre. Mais comment on pourrait... quels outils on a en fait pour pouvoir changer ce narratif de repli sur soi, de danger des étrangers, etc. En fait, parce que c'est une chanson qu'on entend tout le temps, horrible chanson d'ailleurs, mais qu'est-ce que nous on a pour comme outil en fait pour montrer que y a des études qui prouvent que ça peut être bénéfique, que non, les étrangers ne sont pas dangereux. Qu'est-ce qu'on a en fait pour prouver que l'accueil ça a du coup? L'accueil des migrants migrantes angoisse parce que ça anime des peurs sur l'identité, sur la société, son avenir. Et ma question c'est plutôt comment nous en tant qu'écolos finalement on peut rassembler au niveau européen un ensemble de personnes sur un combat commun qui est celui de l'écologie et du climat notamment, qui moi à titre personnel m'angoisse plus et devrait angoisser plus de monde que finalement l'accueil de quelques milliers de personnes par mois. Donc c'est plutôt comment on peut créer ce narratif par rapport au mur climatique qui arrive au niveau européen. La discussion de tous ces textes en ce moment, je me disais, c'est pas du tout mon argumentaire, mais mon point de vue c'est que je pense qu'en France c'est le MEDEF qui finalement finira par défendre qu'il y ait des migrants parce qu'on a des populations vieillissantes et donc il y a une alliance quelque part mais qu'il faut pas faire, mais on les verra jamais sur ces politiques de ces gouvernements qui se referment sur eux-mêmes. On a vraiment une population vieillissante en Europe, je pense en Italie où j'ai vécu, et ils ont des migrants, des femmes, notamment beaucoup de Philippines, qui sont essentielles à la vie des Italiens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments, je sais pas, du côté de la Commission européenne, économiques, pour quand même contrer ce discours qui est la posture des États vis-à-vis de leur population États qui d'ailleurs régularisent, mais que ceux qui souhaitent régulariser, et qui font appel à des médecins à l'étranger, etc. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils veulent choisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments économiques avec d'autres commissions, des gens qui, à Bruxelles, disent « Attendez, ça marche pas ». Et encore une fois, c'est pas les arguments que je veux moi utiliser, mais... Si le RN arrive au pouvoir, que se passera-t-il? Pas grand-chose. Puisqu'on est en train, si les lois françaises passent, celle qui vient, et à la manière LR, que Jordan Bardella dit,
c'est la note, c'est du copier-coller de ce qu'on propose. Il n'y aura pas grand-chose à changer. Après, comme Meloni en Italie, si on fait un parallèle, Meloni en Italie qui avait gagné son élection en disant il n'y aura plus un migrant qui arrivera sur le sol italien, bah il y a des migrants qui arrivent sur le sol italien parce qu'on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Par contre, elle va négocier. Alors, l'Union européenne peut pas trop montrer cette face un peu pourrie qu'elle a d'aller négocier avec des pays directement, l'Union européenne avec un pays. Mais ce qui est en train de se passer, nous on pensait, je reprends un peu le fil arrière parce que c'est important que vous ayez cet élément-là. Nous, on s'appuyait aussi sur les pays de premier accueil qui disaient au début des négociations, nous, on n'en peut plus, il faut qu'il y ait une solidarité qui s'instaure en Europe parce qu'on ne peut plus accueillir. Sauf qu'entre septembre 2020 et janvier 2023, revirement de situation de ce MED5, là, les 5 pays européens méditerranéens, qui eux, finalement, veulent de l'argent. Et si on leur donne de l'argent, ils accueillent. Maintenant, ils ont les hotspots, ils ont les prisons à ciel ouvert, etc. Donc, ils veulent de l'argent. Et pourquoi ils veulent de l'argent? Parce que eux, ils vont aller faire une négociation bilatérale avec un État pour aller négocier directement. Donc, c'est plus l'Europe qui passera des accords avec... Mais c'est ce que vient de faire Meloni avec la Tunisie. Elle vient d'aller en Tunisie et puis elle va payer la Tunisie comme on fait avec la Libye aujourd'hui. Donc c'est ça qui va se passer derrière si jamais, parce que ils ont beau taper sur l'Europe, ils se rendent bien compte qu'ils peuvent pas la quitter, qu'ils peuvent pas la changer aujourd'hui, donc ils seront obligés de faire avec. Donc voilà si le RN arrive au pouvoir, mais ça va nous faire en sorte qu'il n'y arrive pas. Quel autre narratif? Ça c'est vraiment la question, si on le savait. J'ai rencontré beaucoup de chercheurs aussi qui font plein d'études sur l'économie, sur le social, sur la santé, sur tous les secteurs, sur l'appel d'air, sur tout. Et tout est démonté, des fantasmes qu'on nous ressort. Moi, je crois qu'il y a un truc en ce moment, moi je le sens comme ça. Enfin vraiment, et de Darmanin, c'est pas étonnant. On se sert des migrants comme des boucs émissaires. Mais quand vous interrogez les gens, notamment, parce que souvent c'est le fantasme qui joue quand on joue sur les peurs. Quand vous interrogez les gens, vous demandez, mais c'est à cause des migrants que le système de santé est en train de se casser la gueule en France? C'est à cause des migrants que le système éducatif, l'éducation nationale est en train de se casser la gueule en France? C'est à cause des migrants qu'on a une inflation, une crise des denrées alimentaires et une crise énergétique? Voilà, tous les maux dont souffre en fait la société et sur lesquels il y a une absence de réponse du gouvernement et des États membres, parce que c'est la même chose dans l'ensemble des pays. On a l'impression qu'on crée on se sert de la migration pour dire, à la limite, on fait un parallèle, mais il n'est pas dit comme ça. Mais bah ouais, c'est parce qu'il y a trop de migrants et qu'on donne l'impression que si on combat les migrants et qu'on les empêche de venir, ça ira mieux. Mais c'est pas ça. C'est pas les migrants qui sont à la cause de ça. Donc il faut démonter par le quotidien, je pense, de ce que vivent les gens et des crises dans lesquelles ils vivent. Il faut pas se tromper d'interlocuteur. Il faut remettre la bonne cible, en fait. Et la cible, c'est pas les migrants. Et c'est ça notre boulot, le narratif qu'on doit mettre en place aujourd'hui dans le quotidien, dans nos amis, dans nos proches, dans les entourages, etc. Alors, vos amis, ils sont peut-être sensibles et c'est peut-être pas eux, mais il faut sauter un ami pour aller chercher un autre, pour aller en parler. Moi, je pense que c'est tout le travail qu'on a à faire sur le narratif. Le combat commun, c'est un peu lié à ça. C'est nous, les écolos, il faut qu'on mette ça avec les difficultés d'avoir des écolos au niveau européen qui sont membres de coalitions qui sont en train de dévier. Et moi, on a un vrai problème là. Enfin, je suis un peu emmerdé, moi. C'est un peu comme les sociodémocrates, la droite extrêmement dure là du Parlement européen, le PPE, là où il y a les Républicains. Sans arrêt maintenant, ils sont en train de dire, on n'a qu'à faire comme au Danemark. Et c'est des sociodémocrates au Danemark qui sont prêts à renvoyer en Rwanda. Mais nous, c'est ce qu'on propose. Regardez, les sociodémocrates, ils le font en Europe. À chaque fois, ça nous fout mal, quoi, la gauche, qu'on entende des trucs pareils derrière. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a au niveau européen, cette appartenance à des coalitions qui sont un peu dures, et malgré tout, même quand c'est Scholz, un SD, qui est derrière. En France, c'est vrai que le MEDEF, il est monté un peu au créneau là, surtout sur la carte de séjour pour les métiers en tension. Du coup, il a fait machine arrière. Enfin, on l'entend plus beaucoup. Il y a quelques patrons. Il y a Thierry Marx sur la restauration. Il y a le président de l'UMI, métier de la restauration et de l'hôtellerie, là, le syndicat. Il y en a quelques-uns qui œuvrent dessus. Moi, on me dit dans l'oreillette que Macron, lui, est très attaché à ça. Ça va être une bagarre d'ailleurs parce que les Républicains, eux, en font une ligne rouge dans la loi asile-migration. Mais je pense que ça devra passer, sinon je pense qu'il va y avoir un problème au sein même de la Macronie si jamais il vire ce pendant qui est un peu social, enfin qui a les apparences d'être social par rapport au reste. Mais il y a plein d'arguments économiques. Par contre, l'économie vue par l'Europe et vue par les États membres, c'est
Oui, on va faire venir les personnes qualifiées dont on a besoin. Ah. Et leurs pays n'ont pas besoin d'eux. Mais non, mais c'est fou, parce qu'on est là-dessus, et ça choque personne. Et ça choque personne. On va faire... C'est un peu ce qu'a fait l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, ils ont accueilli, c'est vrai, beaucoup de Syriens, mais ils ont renvoyé beaucoup qui n'étaient pas qualifiés et dont ils ne savaient pas trop quoi faire, entre guillemets. Quoi. Mais c'est exactement ce que dit l'Europe aujourd'hui, c'est oui, on va attirer des personnes qui vont être utiles à l'économie et au remplacement, attention le mot, au fait de combler la baisse démographique qu'on a dans un certain nombre de pays. Et on est en train de creuser, je fais juste une aparté parce que c'est important, je m'en suis rendu compte parce que je vais être rapporteur aussi sur un texte sur la Net Zero Industry et là il y a des accords qui ont été passés par Van der Leyen, donc la présidente de la commission, pendant la dernière COP. Je les avais zappés ceux-là, je me suis remis dessus, avec par exemple la Namibie, pour produire de l'hydrogène vert, donc à base d'énergie renouvelable. Sauf qu'ils vont acheter toute la production électrique de la Namibie, qui ne va pas donner à sa population du coup. Qu'on n'aura plus pour sa population. Mais c'est incroyable, cette nouvelle forme de colonialisme par nos exigences européennes. Et puis derrière, on va laisser crever les mecs. Bah forcément qu'ils vont partir à un moment de la Namibie. S'ils veulent avoir de la lumière et pouvoir se chauffer, bah ils vont pouvoir ou se rafraîchir en fonction de la saison, mais ils vont migrer à un moment ou à un autre. Voilà. Je complète juste un tout petit peu, parce que j'ai dit énormément de choses. Non, mais, sur l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, je pense que nous, associations, on a un peu plus de soucis à se faire quand même. À la fois sur le droit associatif, ça c'est une évidence, et puis sur les conditions d'accueil, très très clairement. Et en fait, le paradoxe, c'est que c'est le droit européen qui nous protégera. C'est ce que prouve la situation italienne aujourd'hui. Et donc c'est vrai que tout ce qui durcira le droit européen dans les prochaines années, potentiellement pourra ne pas nous aider, parce qu'il n'y a plus que le droit européen et le droit international au bout d'un moment pour nous protéger un petit peu. Mais bon, donc voilà, n'y arrivons pas, on sera mieux comme ça. Sur le narratif, évidemment, tu l'as très bien dit, il y a un effet un peu don't look up en fait sur les questions migratoires aussi, c'est-à-dire un truc où en fait il y a un consensus général de tous les gens qui savent, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas de chercheurs un peu sérieux, quoi, voilà, qui ne vous disent pas qu'effectivement, il n'y a pas de, tout ce que tu viens de dire tout à fait très bien, voilà, il n'y a pas d'enjeu d'appel d'air, il n'y a pas de... Pour autant, on n'arrive pas à faire que cette espèce de consensus général des gens qui savent infuse dans la société. Il y a un truc qui fait que ça percute pas. Les gens ne veulent pas l'entendre parce que les gens sont dans des représentations, des angoisses, et puis sont alimentés effectivement d'un discours politique permanent qui a trouvé le bouc émissaire parfait pour éviter d'avoir à se remettre en question. Mais donc, moi, l'espoir que j'ai, c'est de me dire à un moment donné, peut-être qu'on arrivera tout doucement par de la pédagogie, de la sensibilisation, les écoles, les enfants, etc., à faire que ce consensus-là, il arrive à infuser un petit peu, mais la vérité, c'est quand même que le constat qu'on fait tous les jours, c'est plutôt qu'on recule que le contraire. Et après, juste sur les questions un peu économiques de voie légale, d'accès au marché du travail, il y a évidemment le volet régularisation, c'est-à-dire en gros, il y a des gens qui sont aujourd'hui en situation irrégulière en France, qui travaillent, dont des filières entières, le BTP aujourd'hui, ne vit que de sans-papiers. Et le MEDEF, la branche BTP du MEDEF, dont j'ai oublié le nom, ne refuse de l'assumer. Et donc on a un patronat qui nous dit mais pas du tout, il y a absolument circulé, il n'y a rien à voir, et qui en même temps vit de cela, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, même en termes de conditions de travail, de mort au travail, vous connaissez ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a évidemment cette question de la régularisation, c'est-à-dire en fait, sortons un peu de l'hypocrisie et donnons des papiers à ces gens-là, mais il y a aussi la question des voies légales d'accès au territoire européen. Et ça reboucle avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Pourquoi les gens, ils meurent en Méditerranée? Ils meurent en Méditerranée parce qu'on ne leur donne pas des visas pour qu'ils puissent prendre l'avion pour venir. Et en fait, si la France a fermé ce qu'on appelle l'immigration de travail depuis 1973, grosso modo, en gros la crise pétrolière. Et depuis cette époque-là, il y a extrêmement peu de possibilités qui sont faites permettre aux gens d'accéder au marché du travail, aux étrangers d'accéder au marché du travail français. Et donc il y a aussi cette question-là, au-delà des régularisations, c'est vraiment de retrouver des voies légales d'accès et une immigration de travail. Mais encore une fois, là on est on prêche dans le désert. Pas complètement. Est-ce qu'il y pas a complètement? Ouais, tu crois un peu, c'est bien.
plusieurs questions. Face à ce durcissement qu'on observe un peu partout, quelle position peuvent avoir et qu'est-ce que font concrètement les hautes instances judiciaires, Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme? Heureusement qu'ils sont là. Je réponds tout de suite parce que ça va être court. C'est condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme et quand tu vas là-bas et que tu leur mets ça dans le nez, ils continuent la pratique, mais ils sont quand même mal. Et heureusement qu'il y a la protection de la justice aujourd'hui, que ce soit même au niveau européen. Et d'ailleurs, je discutais avec un journaliste du Monde, quand on est à Strasbourg, on fait des réunions avec la presse pour voir un peu ce qui va être voté comme texte en plénière, et je parlais des textes migration, et le journaliste du Monde me dit qu'il avait interrogé beaucoup de juristes de la Commission européenne, et leurs textes, ils sont inapplicables. Ils sont en train de se rendre compte que c'est inapplicable parce que ça passera pas la Cour de justice. Donc, et c'est pareil en France. Hein. Les juristes qui travaillent un peu sur les textes en France, ils disent que la loi asile-migration en préparation, elle est inapplicable parce qu'il faudrait des moyens en termes humains, il faudrait les multiplier. On n'a pas les capacités. Enfin, c'est pas adossé au texte. Donc voilà. Heureusement que la justice est là aujourd'hui. Je n'ai rien à rajouter. Heureusement que la CEDH est là. Ouais. Pourquoi est-ce que quand il y a des demandeurs d'asile qui viennent ici et qu'on les met en procédure Dublin, et par exemple quand on leur demande de retourner dans le pays où ils étaient au début, et quand ils ne retournent pas, après quand ils font une demande d'asile, et par exemple ils n'ont plus droit à l'ADA. On les met en procédure accélérée, ils n'ont plus droit à rien, même, je crois, même logement, ils n'ont pas droit. Je crois qu'il y a que certaines associations qui essayent d'aider, mais est-ce que c'est une chose que vous avez décidé de faire, ou c'est seulement la France qui décide de les mettre comme ça vraiment en procédure accélérée et de ne même pas donner d'aide, parce qu'on leur refuse tout, ils ne peuvent pas, ils sont bloqués partout, il n'y a aucune aide. En fait, la question c'est une fois qu'il est réinstruit, en fait, en gros, une fois que la France accepte de le dédubliner, elle lui coupe les conditions matérielles d'accueil. Ça, c'est un choix absolument politique des autorités françaises. C'est pas les textes européens, c'est une volonté politique très claire, et c'est encore un truc déconné. Pardon ? Il y a d'autres pays qui font autrement. Sûrement. Je suis incapable de vous donner d'exemples, mais c'est certain. Je ne saurais pas vous dire exactement. Juste un aparté sur ce qu'on a essayé de mettre, ce qui est dans notre texte qu'on a adopté là au Parlement, sur le Dublin, c'est qu'on a augmenté quand la personne arrive, donc elle est enregistrée, mais elle n'est pas de dépôt d'empreinte, etc. Et pour déterminer le pays qui va être en charge d'examiner la demande d'asile, la personne, alors c'est rapprochement familial élargi en première, donc on a élargi ça maintenant aux frères et sœurs, donc ça va plus loin qu'avant. Si elle peut prouver qu'elle a fait des études dans un pays, qu'elle parle la langue d'un pays, donc elle sera envoyée dans ce pays qui sera en charge d'examiner l'asile de la personne, la demande d'asile de la personne. Donc si sa famille en Allemagne, il faut qu'elle prouve qu'elle parle allemand. Voilà. Non, il faut qu'elle prouve qu'elle est de la famille en Allemagne. Voilà. Et on a inversé la charge de la preuve. C'est l'État membre qui devra dire non, c'est pas vrai, il y en a pas. Sinon, on fait confiance à la personne. Ça va tenir 4 minutes 20, je crois, au moment du Conseil, parce qu'ils veulent pas d'élargissement du rapprochement familial, etc., etc. Mais on a négocié ça, on a obtenu ça dans le texte qui a été adopté par le Parlement européen. Donc, il y a plein de critères, et il y a le dernier qui reste. S'il répond à aucun de ces critères, c'est le pays dans lequel se trouve la personne qui arrive, qui sera chargée de la demande d'asile. Oui, c'est bien, parce qu'il y a quand même beaucoup qui essayent quand même de rejoindre la famille, malgré tout, et ils refont encore la demande d'asile, parce que même quand ils sont protégés ailleurs, ils essayent quand même, ils font même pas, en fait, c'est le mouvement secondaire, ça, après. Oui, parce qu'on peut faire une demande de titre de séjour, après pour voir si on peut avoir un transfert ici, mais ils ne font pas, ils viennent, parce qu'ils n'ont pas l'information de toute façon, ils viennent et ils essayent dès le début de faire une demande, et après, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment cette coopération directe avec les pays européens, parce que quand on fait la demande... Il n'y a pas de régime commun. Non, parce que quand on demande, est-ce que vous pouvez nous envoyer par exemple des informations sur une personne, si elle a le statut réfugié ou la protection subsidiaire ou un truc, c'est très difficile d'avoir, sauf si la personne bien sûr a un passé criminel, oui ça c'est assez facile. Mais sinon, pour demander s'il y a une protection, ou bien pour voir même si on peut l'aider, surtout pour les femmes qui sont vulnérables, pour voir si on peut les séparer du pays, par exemple, parce que la protection n'est pas très effective, c'est très difficile. Donc je me demande comment ça se fait, parce que c'est facile de savoir que quelqu'un a posé les empreintes dans un pays, dans cet tel pays, ou est passé, ou a fait une demande d'asile. Ça, c'est rapide. Mais quand on veut avoir des informations, ce n'est pas très facile, parce que
Quand ici, par exemple, la CNDA veut aider des personnes, surtout quand ils veulent leur donner l'accord, la protection, le problème c'est que vu qu'ils ne reçoivent pas assez d'informations sur cette personne pour voir, est-ce que, par exemple, disons l'Italie, parce que l'Italie ne protège pas vraiment, ils donnent juste des papiers vite fait et puis après on te laisse là, on te donne pas d'aide et rien du tout. Donc quand ils essayent d'avoir des informations, il n'y a même pas de réponse. Il n'y a rien. Et donc souvent, ils sont juste aussi laissés à eux-mêmes. Et donc, ils sont obligés maintenant d'utiliser soit l'empathie, la sympathie et décider, OK, on va décider d'être un peu humaniste et aider. Donc, je trouve qu'il faut plus, en fait, il faut plus de collaboration, plus de communication surtout, parce que ça manque. Il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de reconnaissance entre États membres des droits d'asile qui sont, enfin, des statuts de réfugiés qui sont donnés. Donc effectivement, une personne, si elle obtient le statut de réfugié en France, même si elle a toute sa famille en Allemagne, il va falloir qu'elle se batte bien longtemps pour avoir le droit de voyager, et ça ne voudra pas dire qu'elle pourra rester ensuite en Allemagne nécessairement. Et si vous prenez l'exemple des Afghans, il y a des écarts dans les pratiques des États membres en matière de reconnaissance, c'est-à-dire en gros qui sont les gens à qui on donne la protection. La France a une histoire, même si ça change en ce moment un peu, mais une histoire quand même de protection des réfugiés afghans que les Allemands n'avaient pas du tout. Et donc on a eu beaucoup de personnes qui se sont vues refuser l'asile en Allemagne, d'Afghans ou en Suède, dans différents pays, qui sont ensuite venus en France pour, pardon de le dire comme ça, un peu retenter leur chance, essayer, voilà, et qui à ce moment-là l'ont obtenu, mais sont passés effectivement à ce moment-là par ces 18 mois de période Dublin absolument précarisée. Donc en fait, il y a un vrai sujet d'harmonisation. La difficulté qu'on a quand on parle d'harmonisation, c'est qu'il ne faut pas que l'harmonisation elle se fasse par le bas. Et donc on est quand même très prudent parce que harmoniser nos critères avec les Hongrois, voilà. Oui, mais donc à partir de là, comment on construit une politique européenne quand nos partenaires sont à ce point éloignés de nos pratiques et de nos valeurs, quoi. Une petite info, ce qui est en train aussi d'arriver dans les textes au Parlement européen, c'est un taux de reconnaissance moyen de l'asile, d'octroi de l'asile. Et comme tu viens de dire Delphine, les Afghans en France, on était à 92% pendant un certain temps, on était à 2% en Bulgarie. Ben oui, un taux moyen, ça veut dire quoi? Quand on a des écarts comme cela, ça veut rien dire. Et il y a un certain nombre de dispositifs qui sont octroyés plus facilement à des personnes dont le taux de reconnaissance moyen est de 20% en Europe. Mais ça veut rien, enfin c'est des critères complètement... Oui, mais par exemple, pour ici, c'est sur l'OFPRA ou la CNDA? Alors, c'est au niveau européen, donc après, ça sera les applications, ce sera même pas l'OFPRA. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui. Pour rebondir sur le don de lock-up, ce qui se passe à Mayotte actuellement, ça me semble un laboratoire assez effrayant. Je voulais savoir si c'était profondément illégal, irrégulier, et si ça serait cassé par la justice par quiconque, et pourquoi il n'y a pas un narratif aussi qui s'installe, enfin, qui pénètre par rapport à ça. C'est quelque part, si l'extrême droite est demain en France, elle fera ce qui se fait à Mayotte. Et le deuxième, c'est plus une question sur le long terme. J'ai l'impression qu'on essaie de faire des barrages en sable face à la mer qui monte. Est-ce que c'est une réalité que les changements climatiques, démographiques, etc., font qu'il y aura de plus en plus d'immigration illégale dans les temps à venir? Et auquel cas, tout ce qui est en train d'être construit, là, des bricolos techno, n'a aucun sens par rapport... Enfin, c'est pas du tout les solutions innovantes qu'il faut. Donc deux questions. Enfin, à Mayotte, est-ce qu'il y a quel narratif et comment... Quelle action juridique le cas échéant? Et est-ce que le monde de demain, c'est les mêmes paramètres qu'aujourd'hui en termes de flux? Moi, je me pose la question, évidemment, c'est une hypocrisie sans nom. Alors, je me dis, est-ce que c'est seulement à des fins électorales? Parce qu'on se dit, l'extrême droite monte, donc il faut aller vers ça pour avoir les électeurs, électrices et pour qu'on revote pour nous pour la fois d'après. Parce qu'on sait toutes et tous très bien qu'en fait, les gens qui partiront de toute façon et continueront et on ne les arrêtera pas et c'est pas un mur, 2 murs, 10 murs qui les arrêteront. Donc j'allais dire, toutes les chercheurs et chercheuses savent très bien ça, ils le disent et n'arrêtent pas de l'écrire. Donc je me dis, l'hypocrisie de l'Europe prend une telle envergure et de plus en plus avec les différents textes et les durcissements. Je me dis, voilà, est-ce que c'est vraiment que à des fins électorales ou il y a quelque chose d'autre qui se cache mondialement encore plus vaste dans une géopolitique qui n'arrête pas de faire des ping-pong et entre les gros États, quoi. Je voulais juste savoir si au niveau européen il y avait un suivi associatif entre
association, savoir ce que devient un migrant qui rentre en Italie, qui va passer en France, qui va arriver en Suède, qui va revenir en France. Enfin... Une dernière question. Il me semble que, par exemple, à l'OFPRA, le statut de réfugié climatique, en fait, ça ne permet pas d'avoir l'asile en France. Je parle sous votre contrôle, mais... Ça n'existe pas. Voilà. Ouais, et donc, du coup, la question, c'était est-ce que c'est à prendre... Enfin, est-ce que ça va être pris en compte dans de possibles textes européens ou français? Est-ce que c'est une question qui va se poser, qui va être amenée à se poser encore plus? J'avais une question qui rejoint un peu la question de mon collègue derrière, à savoir, on a une crise climatique devant nous, on a un mur climatique en fait, hein, et ça pas seulement plus 4 degrés en France, c'est évidemment des températures encore plus chaudes dans des pays très chauds. Moi j'ai vécu en Irak, j'ai vécu au Maroc, je sais ce que c'est, et ça va être vraiment catastrophique. Donc en effet, il va y avoir de grosses vagues de migration, mais il va y avoir aussi une désorganisation totale de la société française par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les retraites à 64 ans, c'est bien gentil, mais enfin, quelles vont être les conditions de travail des gens, est-ce qu'ils vont pouvoir encore travailler C'est pas gentil la retraite à 60. Pardon ? C'est pas gentil la retraite à 64 ans. Oui, enfin, en état actuel, nous on espère 60 ans. Attention, narratif. Nous on est pour les 60 ans, bien sûr, et les 37 annuités et demie. Mais donc il va y avoir une désorganisation de la société, puis en plus de ça, on a un vieillissement de la population. Donc il va aussi y avoir de plus en plus de personnes âgées et de plus en plus de personnes qui auront besoin de soutien. On aura peut-être moins de main-d'œuvre aussi, qui arrivera sur le marché du travail, même si on a encore un taux de chômage important, la situation sera peut-être différente dans 20 ou 30 ans. Comment est-ce que tout ça s'est analysé? Est-ce que c'est complètement occulté ou est-ce qu'il y a une tentative de réflexion quelque part? Sur Mayotte, je suis bien incapable de vous répondre. Juridiquement, ce que l'on constate et ce qu'on voit à Mayotte, c'est effectivement une somme d'actions illégales, et c'est pour ça que la justice administrative a quand même réagi, et heureusement. Mais un petit peu, voilà. Et puis ça a duré un mois, et puis c'est reparti. Et en réalité... Mayotte, c'est la France quand ça arrange la France, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un territoire dans lequel l'État français fait absolument n'importe quoi. L'État français n'assume absolument pas les conséquences de ses propres décisions politiques. C'est-à-dire qu'on en est là parce qu'ils l'ont souhaité. Enfin, je veux dire, c'est fou. Après, la seule chose qui me rend un peu modeste sur Mayotte, c'est que moi, je ne sais pas ce que je ferais si je devais décider à la place des autorités françaises. Et je vous le dis très sereinement, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi, et c'est scandaleux, c'est honteux, les destructions d'habitations, de gens à qui on propose aucune solution, tout ça n'a aucun sens. Mais sur le long terme, non mais ça oblige à une forme de modestie qui ne défend en rien Wambouchou, c'est pas le sujet. Après, sur les réfugiés climatiques, je prends un peu les trois questions climatiques ensemble. Donc non, la Convention de Genève, qui est le cadre international qui encadre en fait le droit d'asile, ne prévoit pas de statut de réfugié climatique. Nous, France Terre d'Asile, d'un point de vue purement politique, on estime que pour protéger le droit d'asile, il faut sans doute aussi, il faut pas nécessairement qu'on accorde aux réfugiés climatiques un statut lié à l'asile. Alors, je vais essayer de m'expliquer, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, hein, c'est que le droit d'asile, c'est un droit pour les personnes qui sont persécutées. Alors, on pourra échanger infiniment pour savoir si, quelque part, il n'y a pas une forme de persécution qui est liée à la dégradation climatique, mais il y a sans doute un statut particulier à penser. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que peut-être que le cadre du droit d'asile n'est pas le bon, mais que par contre, il faille penser qu'on n'attende pas, je sais pas, 5, 10, 15 ans pour penser à un cadre juridique de protection, c'est une évidence. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent du Bangladesh en France. C'est pas tout à fait explicable, un peu un effet communautaire. C'est sans doute, en partie, déjà, le début des conséquences de la sécheresse en fait très grande et des enjeux d'inondation, enfin vous voyez, une espèce de situation climatique où les personnes au Bangladesh ont de plus en plus de mal à vivre de l'agriculture, pour le dire simplement. Ces gens-là sont quasi systématiquement déboutés du droit d'asile et vivent après, ils sont dans le quartier là par ici, voilà, ils ont un réseau communautaire qui fait qu'ils survivent, mais il va bien falloir qu'à un moment donné on apporte une réponse européenne à ces sujets-là.
Et après, peut-être pour vous répondre sur la question du suivi par les associations, un peu du parcours des gens. Alors là, vous touchez à ma plus grande frustration et à mon dada quotidien au travail. J'aimerais qu'on y arrive. Parce que bien évidemment qu'en fait, on travaille, on a des réseaux d'associations, partenaires, etc. Mais en fait, c'est pas les associations qui pourraient faire ce suivi des personnes, c'est les États. Mais je suis toujours affligée de voir à quel point on n'arrive pas vraiment à raconter correctement le parcours des personnes. Nous, France Terre d'Asile, on a une antenne en Tunisie. On est présent à Sfax. Sfax, c'est là d'où partent les bateaux pour Lampedusa, etc. Il y a un travail de recherche, en fait, de travail avec les chercheurs, à mon avis, à construire pour essayer je sais pas, effectivement, d'avoir cette espèce de réflexion sur les parcours des personnes, toutes ces familles nigérianes qui sont dans des réseaux de traite en Italie, qu'on voit arriver en région PACA, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous, on ne sait pas bien faire. Ouais. Je m'arrête là. Les projections démographiques, non? Mais c'est bien ça. Je suis bien incapable de répondre à ça. Je n'ai pas de réponse. Sur Mayotte, quel narratif? Delphine le disait, c'est compliqué Mayotte. C'est une OPA qu'on a fait sur les Comores en 1974. On a détruit une tradition, des familles qui vivaient d'un côté et de l'autre et qui historiquement se baladaient d'une île à l'autre aux Comores. Donc à partir du moment où en 1974 on a eu cette connerie qui avait été aussi, alors Giscard, pareil que Giscard en voulait pas, c'est le Premier ministre de l'époque, je sais plus qui c'était, Pompidou? Non, c'était l'inverse. Giscard ou Chirac. Je sais plus quel est le ministre en fait qui a fait en sorte que ça devienne français. Comment? C'est ça, mais j'entends Barre par ici. Non, en 74 Des Chirac. Je sais plus, enfin mais c'est aussi le Parti Socialiste qui avait voté pour que Mayotte reste français et donc que ce référendum, on l'aménage à la sauce qu'on voulait bien l'entendre. À partir du moment où il y avait ce territoire, je pense que la deuxième connerie qui a été faite, c'est d'en faire un département. Et pas comme en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, une autorité autonome. Parce qu'ils sont dotés en moyenne de 4 fois moins de dotation qu'un département français. Donc après 80% de taux de pauvreté, une catastrophe. Quand on y va là-bas, c'est quand même une catastrophe sur le truc. Donc aujourd'hui, à mon avis, il y a deux solutions. Ou on rend Mayotte aux Comores, mais les Mahorais vont pas être d'accord. Ou on y va quoi, et puis on met du service public et on y va et on dote ce département pour avoir les moyens de lutter contre la pauvreté, contre la maladie, contre etc. Et on arrête aussi ces conneries de dire ce qu'a instauré Pasqua là, le visa pour venir à Mayotte pour les Comoriens. Parce que c'est ça qui a détruit. Et parce que les mecs, en fait, ils viennent des fois se soigner à Mayotte parce qu'ils n'ont pas, à l'hôpital de Mayotte, parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux dignes de ce nom aux Comores. Et une fois qu'ils y sont, ils repartent pas parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir revenir. Donc pour tous leurs soins, ils restent sur l'île. Donc c'est une réalité ça de ce qui se passe à Mayotte. Et comme les Comores sont encore plus pauvres que Mayotte, à un moment, même quand il y a un petit peu à prendre sur Mayotte, ils y vont. Après sur l'opération là de destruction des bidonvilles, c'est une catastrophe parce que c'est une partie de la population mahoraise qui vit dans ces bidonvilles-là. C'est pas parce que comme ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens d'accéder à du logement et donc ils vivent. Et je sais pas si vous avez vu ce matin un journaliste, un reporter photo qui a tweeté qu'un des ouvriers du bâtiment qui était employé dans la démolition, il a dû démolir sa maison parce qu'il habitait dans le bidonville. Il a dû démolir sa maison, il a fait un AVC avant d'en arriver à démolir sa maison parce qu'il avait demandé une journée de repos à son employeur qui lui a été refusé pour déménager sa cabane. Enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà, Mayotte, il y a un narratif à construire qui n'est pas évident. Et après, pour tout ce qui est migration de Mayotte, ça c'est sûr. Enfin, je demande, moi, quand je suis allé visiter le centre de rétention, je dis, il n'y a pas d'enfants. Non, il n'y a pas d'enfants. Ils arrivent avec des adultes. Nous, on les remet avec des adultes. On rattache des mineurs à des adultes qui ne sont pas les parents. Mais comme ça, on n'a pas de mineurs. Il n'y a pas d'enfants isolés. Il n'y a pas d'enfants isolés, de mineurs isolés. Non, parce qu'ils les rattachent pratique complètement illégale. Et pour le coup, là, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en 2020 sur une opération qui avait été menée à l'époque. Donc ça, moi, je vais le rappeler et j'ai alerté aussi l'Europe sur ces pratiques qui étaient à Mayotte. Les migrants climatiques, moi, je suis pas chaud. Je veux pas faire de catégorie de migrants.
Parce qu'aujourd'hui, François Gémen dit que dans les gens qui sont en migration, il y en a 30% qui sont déjà d'origine climatique. Que nous, on appelle à un moment de la migration économique, mais c'est parce que le mec, il peut plus vivre de son pays. Quand il est agriculteur en Afrique, qu'il y a la sécheresse, il peut plus vivre de ses ressources, donc il va essayer de faire son métier ailleurs. Donc en fait, à l'origine, c'est un migrant économique. Et comment on va faire la part des choses, de savoir si c'est un économique ou un migrant climatique. Et ça va être, à partir du moment où on fait ça, ça va être compliqué de trouver. Et puis, alors après, il y en a qui, ouais, on va faire une migration machin, mais on va pas faire une migration truc. Et puis pas les hommes, et puis pas les... Enfin voilà, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a des migrants qui sont là. Et je pars toujours du principe qu'ils sont pas là par plaisir, par choix. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix de quitter leur pays, leurs amis, leurs biens, leur climat, leurs habitudes, leurs références. Et donc, que ça soit pour origine climatique, économique, de persécution ou autre, ou de guerre, il y a des migrants et il faut qu'on les accueille sans distinction de cause. L'hypocrisie de l'Europe, oui, je pense qu'elle est électorale. Elle est électorale parce qu'encore une fois, c'est un manque d'audace et de courage politique des politiques européennes. Et quand je dis ça, c'est de toutes les politiques européennes. On poursuit quand même le modèle de développement qui a créé les crises dans lesquelles on est, notamment la crise sociale. Et comme on ne s'en sort pas complètement, on le voit chez nous, il faut bien qu'on trouve quelque chose pour empêcher ça. Alors, il y a la montée de l'extrême droite. Les derniers sondages en Allemagne, là... l'AfD, il y a d'abord le CDU, CSU, après il y a le SND, enfin les SPD, voilà. Et le troisième c'est l'AfD, et après il y a les Verts allemands. Donc on voit bien qu'il commence à y avoir une inversion et surtout une montée là inquiétante de l'extrême droite. Et du coup, on resserre et on fait des politiques dures, dignes de l'extrême droite, ou qui flattent l'électorat de l'extrême droite. Pour moi, ça va dans le sens inverse. Ce que je dis tout le temps, c'est que sur les dernières élections fédérales, la migration n'a pas du tout été un thème en Allemagne, elle n'a pas été un thème électoral. Moralité, le score de l'AfD avait baissé. Alors que dans tous les pays où c'est devenu le thème principal, comme en Italie, comme en Suède, l'extrême droite est au pouvoir. Et c'est un peu ça, quoi. Le problème, c'est qu'on est en train de recréer ça partout en Europe. Et c'est un vrai danger qu'on a derrière. Je ne sais pas si c'est un jeu de dupe des gros avec les petits, parce que je pense que tout le monde est concerné dessus, et ça dépend ce qu'on appelle un petit pays, mais la Hongrie, par exemple, c'est pas le problème de son accueil, ni avant ni maintenant. Sur la projection démographique faite, les dirigeants politiques, les gouvernants, ils font pas ça. Ça les intéresse pas, ils sont sur le court terme. Je le dis peut-être crûment et de manière brutale, mais ils s'en foutent du long terme. Sinon, ils se bougeraient un peu plus sur le changement climatique, etc. Et sur tout le reste. Donc, ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 15 ans, ils seront plus, ça sera à la fin de leur mandat, ou de leur deuxième mandat, s'il y a un nouveau président en 2027. Donc, mais voilà, je pense que c'est... On verra bien, on s'adaptera, puis on trouvera des solutions, et puis etc. Mais pour l'instant, on gère le quotidien, demain, après-demain, jusqu'à la fin de mon mandat, confortablement. Donc, parce qu'il n'y a pas de raison... qu'effectivement, il y a un consensus général du monde de la recherche sur ces problématiques-là, et qu'ils ne se réfèrent jamais à ça. Quand je disais en introduction qu'ils ne font pas d'études d'impact avant de proposer une loi, c'est bien qu'on a peur des résultats des études d'impact qui sont menées par des chercheurs. Ben ouais, mais le constat, il est là. Donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ça. Quelle conclusion. On va prendre le pouvoir. Justement, on va conclure, mais on avait initialement souhaité inviter Léa Balagel-Mariti, qui est au fond et qui est donc à une double casquette, puisqu'elle est élue locale, et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas venir avant, parce qu'être élue locale, c'est être pris souvent en soirée. Comment ? Et si, justement. Et qui travaille aussi chez Singa, qui est une association. Je sais pas si Léa, tu voulais... alors t'es arrivée un peu tardivement, mais... J'ai entendu que la conclusion de l'enfer. si tu veux peut-être avoir un propos soit sur les shows locales, on a parlé, ou sur ce que tu souhaites avant qu'on conclue, ce sera avec plaisir. Peut-être... Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Delphine, on se voit demain, c'est rigolo. Donc effectivement, j'ai deux casquettes. Je suis élue dans le 18e arrondissement de Paris qui
Je vais revenir, est intéressant par rapport au sujet qu'on traite, et en même temps je suis directrice de la coordination France d'une ONG qui s'appelle Singa, qui en fait accélère les nouveaux arrivants. Alors on prend le parti de pas dire migrants ou exilés, parce qu'en fait pour nous le parcours de migration, en fait on est migrant le temps de quelques semaines, quelques mois peut-être, mais en réalité à partir d'un certain moment on arrive dans un pays, on est juste nouvel arrivant et on a peut-être vocation de devenir une personne locale, ou bien d'être nouvel arrivant dans un autre territoire, et tout ça, ça fait partie de la vie, et on n'a pas à poser des mots qui ont des connotations négatives. Et du coup, je reviens sur quand on n'a pas parlé de migration, en fait, l'extrême droite ne monte pas quand il y a eu les élections en Allemagne. Et en fait, là, on est exactement dans ce moment-là, et je pense que si on ouvre le cycle, et merci beaucoup à ELV Paris de le faire, d'ouvrir un cycle de formation à destination de l'ensemble des militantes et militants pour les élections européenne, c'est aussi pour pouvoir réagir vis-à-vis des propos qu'on va pouvoir avoir, parce qu'en fait on va pas se leurrer, la migration va faire partie des thématiques de campagne des élections européennes, de l'élection présidentielle à venir, et pourquoi pas ils vont les sortir pendant les élections municipales, et donc alors que ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Donc en fait ça va faire partie d'un thème, et donc il faut qu'on s'arme politiquement avec des faits, des choses à raconter, mais aussi des histoires. Et ça, c'est peut-être le dernier point. Je pense que ce qui peut changer le regard de tout un chacun, on ne naît pas a priori complètement raciste ou xénophobe, c'est des rencontres. Et alors je vais pas faire une parodie de Astérix et Obélix en disant que la vie c'est d'abord des rencontres, mais en fait c'est vraiment des rencontres interculturelles qui peuvent aussi permettre de baisser des biais qu'on a de représentation. Quand quelqu'un vient d'Afghanistan, on se dit ah bah tiens, il a peut-être un vécu, en fait il travaillait peut-être dans les champs, dans les montagnes, bah, en fait c'est peut-être quelqu'un qui a un doctorat de mathématiques, on sait pas. Quand on rencontre une mère célibataire, on se dit elle a forcément une vie terrible, etc. C'était peut-être aussi une prof d'université dans son pays d'origine. En fait, toutes ces représentations, il faut qu'on puisse les nous-mêmes, et on en a plein. Enfin, moi, quand je suis arrivée dans l'ONG à Singa, je vous assure que j'avais plein de biais, et j'en ai encore plein. Mais en tout cas, qu'on le fasse via la rencontre, et qu'on incite les autres aussi à rencontrer l'autre. Alors, on va pas, quand on fait un porte-à-porte, dire bah alors venez avec nous et rencontrons les personnes. Mais en fait, raconter des histoires, c'est aussi peut-être humaniser aussi le discours autour de la migration. Et alors, je sais pas si vous en avez parlé, du coup, je suis désolée si ça fait partie c'est une redite, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment là-dessus que nous, on pourra gagner culturellement et du coup politiquement, en humanisant le discours qu'on porte autour de la migration. C'est pas des vagues de personnes qui arrivent avec un baluchon et leur pauvreté et leur misère. C'est des gens qui arrivent, c'est pas une feuille blanche, ils ont fait plein de choses dans leur vie d'avant. Quand ils arrivent en France, et ben en fait, ils vont peut-être pouvoir nous aider à résoudre plein de problèmes. Parce que c'est des problèmes soit qu'on va rencontrer à cause du réchauffement climatique, soit c'est des problèmes qu'on rencontre déjà et on n'a pas forcément les solutions, et c'est peut-être des super innovateurs qui vont nous aider. Donc c'est tout ça que Singa a fait, et quand on regarde les choses comme ça et qu'on arrive à raconter des histoires à travers des rôles modèles, et je crois que c'est important de le faire aussi, on humanise, et peut-être que ces gens qui avaient un a priori raciste, pour pas l'être complètement, changeront peut-être à un moment donné leur regard sur les gens, parce qu'on parle surtout d'humains qui se déplacent. Et en fait, ça existe depuis des millions d'années. Déjà. Bah, c'était la conclusion. Ah, super. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, et merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir. Donc, c'était la première session de notre cycle Demain notre Europe, comme le disait Léa, un peu un cycle de formation qui va durer 1 an. Jusqu'aux élections européennes de 2024. Et il me semble que le 28 juin, du coup... A priori, prochaine session le 28 juin avec Marie Toussaint, qui viendra nous parler de justice sociale et de justice climatique, et qui viendra magnifiquement nous illustrer le fait que les deux sont liés. Voilà, on vous confirme ça, parce qu'on attend d'être... Et évidemment, on aura d'autres personnalités avec ça. elle. On saute l'été, et ensuite on revient en septembre. Bravo. Il y a quelques trucs à boire et à grignoter. Est-ce que vous voulez rester un peu?